Yaorana et bienvenue dans Manava, le service d'urgence hospitalier, un service primordial et indispensable à la population. Comment fonctionne-t-il? À qui est-il destiné? Pourquoi y faire appel? Pour nous éclairer à ce sujet, nous recevons aujourd'hui Tony Tekua Tawa, médecin urgentiste et chef du service des urgences au CHPF. Yaorana Tony. Yorana tout le monde, Yorana. Rao Ura Tauaroa, infirmière aux urgences au CHPF. Yaorana Raoura. Yorana. Teava Le Hartel, cadre de santé du service des urgences. Yaorana Teava. Yorana tout le monde. Janice Yaorana. Yorana Stéphane. Qu'est-ce qu'un service des urgences? Eh bien, c'est une question qui peut paraître simple, puisqu'on l'a tous fréquenté au moins une fois dans sa vie, les urgences. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un service des urgences? Eh bien, c'est un service hospitalier qui s'occupe de recevoir des malades et des blessés qui se présentent d'eux-mêmes ou qui sont amenés par le service de secours comme le SAMU ou encore les pompiers. Il est considéré comme le pilier central de tout hôpital. Opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les urgences accueillent tout type de patients pour des soins urgents et non programmés. Dès leur arrivée, une sorte de petit SOPEP pour permettre de soigner prioritairement les blessés les plus graves. Et il existe chez les urgentistes 4 types d'urgences: les urgences vitales, fonctionnelles, ressenties et sociales. Tony, tu peux nous expliquer justement ces différentes urgences? Alors déjà, il faut comprendre que dans le système de réponse à l'aide médicale urgente, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du SAMU, qui est un SAMU territorial avec une réponse à l'aide médicale urgente, et puis après, une organisation hospitalière où on accueille les malades. Un service d'urgence, c'est voilà, la capacité jour comme de nuit, d'accueillir des malades en urgence. Alors avec des urgences, comme tu le dis, qui sont différentes, hein, avec une priorisation, on appelle ça une priorisation, avec des urgences graves et moins graves, avec un délai de réponse obligatoire pour les soins. Vous avez une formation particulière pour la médecine d'urgence? Alors c'est une spécialité qui maintenant est bien reconnue, puisque à l'époque, il fallait passer par un cursus de médecin généraliste et une qualification de 3 ans. Et maintenant, c'est un diplôme d'études spécialisées, donc comme une spécialité de cardiologie, de pneumologie ou autre. Raoura, quel est ton rôle aux urgences? Moi, je suis infirmière aux urgences du Taoné. Du coup, on occupe plusieurs postes au sein des urgences. On a des postes de préhospitalier où on sort chercher les patients à l'extérieur de l'hôpital pour les ramener vers chez nous. On a le poste à l'accueil des urgences qui nous permet de prioriser les entrées aux urgences et de fixer ce délai de prise en charge pour tous les patients qui viennent vers nous. Et on a aussi le service d'hospitalisation de courte durée qui appartient et qui est rattaché aux urgences, où on travaille dans un service de 12 lits. Et en dernier poste, du coup, on a le poste à l'intérieur des boxes des urgences où on participe à la prise en charge tout simplement des patients qui arrivent. Teava, pour toi, quel est ton rôle au sein des urgences? Alors en fait, moi j'occupe le poste de cadre de santé, c'est-à-dire en fait c'est l'élément un peu central dans l'équipe paramédicale et je gère donc les effectifs en fonction des compétences de chacun et je les répartis en fonction des compétences. Tu dispatches en fonction de qui peut faire quoi. Exactement. Tony, une question, on va dire, qui est primordiale, mais qui est très intéressante de remettre au centre du sujet. À qui est destiné le service des urgences au CHPF? Alors, les urgences du CHPF, et effectivement, il n'y a qu'un seul centre hospitalier en Polynésie française, même si on a effectivement la direction de la santé avec des hôpitaux périphériques, mais le service des urgences est destiné vraiment aux urgences. Alors, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, les urgences, parfois, elles sont ressenties. C'est bien pour ça que souvent, on demande aux gens de faire le 15 pour avoir un avis médical déjà avant d'arriver vers les urgences, parce qu'on n'est pas un cabinet de médecine générale qui peut accueillir tout le monde. On a quand même une grosse activité, on est à 48 000 passages année. Faut se rendre compte du volume quand même, c'est assez important. Voilà, et c'est pas tout le temps de l'urgence, hein, on est bien d'accord. Voilà, après il y a un autre débat qui est l'accès aux soins, bien évidemment, mais là on va rester sur les urgences. Voilà, donc nous, notre cœur de métier, c'est bien d'accueillir les urgences vitales et les urgences avérées, quoi, hein. Donc, quand les patients potentiels font le 15,
Ils tombent sur un médecin, ils tombent sur quelqu'un qui va essayer de comprendre en amont ce dont ils ont besoin et s'ils doivent vraiment venir aux urgences? C'est ça, et c'est un petit peu ce qui se passe en métropole, malheureusement, par faute de moyens. Du coup, ils ont été obligés de rediriger un petit peu la population vers les 15, en sachant que, voilà, on va tomber sur ce qu'on appelle un assistant de régulation médicale, qui va prendre la plainte, qui va prendre l'identité, l'adressage, et ensuite, il y a une bascule qui peut se faire en fonction de la demande sur le médecin régulateur, qui, lui, va orienter le patient dans un parcours de soins. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que le parcours de soins systématique aux urgences n'est pas forcément le bon parcours de soins pour une question d'attente, pour une question de service rendu et d'économie d'ailleurs. Il faut mettre aussi ça dans la balance. Donc il faut vraiment arriver à comprendre que voilà, le service d'urgence n'est pas là pour prendre en tout premier et dernier recours toute la Polynésie. Voilà. Laura, est-ce que les patients qui arrivent face à toi sont à même de comprendre ce que vient de nous expliquer Tony ou quelquefois c'est pas très bien perçu? C'est la plupart du temps, c'est pas très bien perçu. On a des personnes qui se rapprochent des urgences par réflexe en fait et pas de leur médecin traitant, ce qui fait qu'on atteint des fois des délais d'attente qui sont de l'ordre de 4-5 heures de façon journalière, hein, Parce que vous allez prioriser parce qu'on et a définir priorisé que telle exactement. personne c'est justement urgent et non pas ressenti, c'est ça? Exactement. Et il n'y a pas, c'est pas en fonction de l'arrivée Mm. aux Ce que urgences. beaucoup de gens ne comprennent pas. Ben, c'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une priorisation pour soigner les patients les plus graves. Et on a été obligé de mettre en place ce genre de priorisation pour justement répondre au mieux à la demande de la population. Ce qui est important, c'est qu'on prenne correctement en charge les urgences vitales. Après, les gens sont évidemment soignés, mais s'il y a eu un accident, s'il y a quelque chose il faut qu'ils comprennent que c'est pas une question d'arrivée, c'est une question de gravité. Pas C'est du ça. tout. Et donc j'imagine, tu dois avoir une formation particulière aussi en Oui. pédagogie. Oui, on a une formation d'infirmier d'accueil et d'orientation du coup qui est dispensée au sein de notre service par nos médecins et on a une grille d'aide au tri, au pré-tri qui a été faite par nos médecins aussi du SAMU. Donc on arrive aux urgences et vous êtes à même de pouvoir dire, attends, là, retournez chez vous, c'est plutôt quelque chose que votre médecin va pouvoir faire, ou alors on vous garde mais ça va prendre du temps, ou alors on vous traite tout de suite. Plus ou moins. Les hommes. On renvoie pas les gens chez eux, par exemple. Non, je disais en les renvoyant chez eux, en leur disant c'est traité par le médecin. Je me doute bien que vous êtes pas, on sait très bien que les urgences s'occupent de nous. Il n'y a pas de souci. On leur pose la question du qu'est-ce qui t'a plus poussé vers les urgences que vers ton médecin traitant. Ça, on peut. Après, on pose la priorisation en fonction de la clinique et des paramètres vitaux qui sont pris à l'accueil des urgences. Du coup, on ne peut pas prendre juste de par notre ressenti une décision sur la priorisation des patients. Euh, Tout j'ai à l'heure, oublié la question. Tony nous parlait d'une notion, une dimension un petit peu sociale aussi, ou d'aide sociale. C'est que vous devez aussi avoir des patients qui se tournent vers vous parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chez le médecin ou ce genre de choses. C'est complètement vrai. Et ça fait effectivement une grande partie de la consultation aux urgences. Il faut bien comprendre que les urgences, en fait, c'est le rendez-vous de deux mondes qui s'entrechoquent entre un monde hospitalier qui est effectivement un petit peu un gros bloc et puis le monde extérieur en fait, et c'est pour ça qu'il y a souvent pas mal de tensions aux urgences compte tenu voilà, des urgences vitales, des urgences ressenties, des problèmes sociaux, et voilà, et donc et avec le monde qu'on a effectivement ça fait un amalgame de choses qui rendent l'accueil assez difficile pour nos infirmiers. On y a d'ailleurs mis un médecin d'accueil et d'orientation maintenant en plus. Ce qui fait un filtre supplémentaire. Théava, est-ce qu'il est facile de trouver du personnel pour travailler aux urgences? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. Tous les jours, je reçois des infirmiers diplômés d'État qui arrivent un peu de partout, de métropole entre autres. Et voilà, on prend le temps de les rencontrer. Et en fonction de nos besoins, on recrute ou pas. Est-ce que les caractéristiques du fait d'être aux urgences, donc avec des horaires particuliers, une tension particulière, un volume de patients assez important, tu dis 48 000 dans l'année, ça en fait quelques-uns par jour, est-ce que ça peut être rédhibitoire ou tu as quand même une certaine émulation et beaucoup de gens se proposent parce qu'il y a toujours cet attrait? Jusqu'à preuve du contraire, en tous les cas, Ouais. oui, j'ai toujours autant de demandes de personnel, d'infirmiers qui veulent travailler aux urgences. Et Il faut avoir un profil particulier pour travailler aux urgences? Je pense on fait ça par choix.
et pas par défaut. En tout cas, c'est mieux parce que sinon, on fait pas bien. Et en l'occurrence, voilà, on voue notre vie à ça. C'est vrai que c'est une activité qui est très particulière. On n'est pas vraiment dans une activité comme dans l'hospitalisation où on va suivre les gens. Nous, on est vraiment un service de consultation où on voit les gens, on les cadre et puis après, on transmet. Et d'ailleurs, petit aparté, souvent les gens se souviennent pas beaucoup de nous dans un contexte un petit peu émotionnel Parce qu'ils chargé. sont, voilà, il y a- Et en fait, les lauriers vont souvent à nos confrères, et c'est très bien, je cours pas après ça, mais c'est vrai qu'il y a une dimension assez spéciale aux urgences qui fait que les gens se ils souviennent sont pas trop de nous. dans une période de Dans stress une et tout bulle, ça, donc exactement, la exactement. reconnaissance, ils Voilà. l'ont après. Mais on a une activité qui est effectivement très ponctuelle. On regarde là, si on voit des camions, on fait de l'activité préhospitalière. C'est vrai que si on ne fait pas ces activités-là, que ce soit au travers de la régulation médicale pour répondre à l'urgence en tout point du territoire, c'est ce qu'on appelle l'aide médicale urgente, qu'on ne va pas les chercher en avion ou en camion, ils n'arrivent pas à l'hôpital. Et du coup, ils n'arrivent pas jusqu'au spécialiste. Donc c'est vraiment une chaîne de soins et une filière dans l'urgence vitale qui fait que, voilà, on est, je pense, un maillon assez indispensable et nécessaire. Mais je pense il faut aimer ça pour le faire, avec des horaires qui sont très contraignantes, hein. On travaille la nuit, le week-end, enfin, CH24, C'est un sacerdoce, 365 jours par an. Ouais. on peut le dire. Alors, Oula, toi, quelle a été ta motivation? C'est ce que vient de nous dire Tony, ou Oui. tu t'es tourné naturellement vers les urgences? Et je suis tombée amoureuse du service des urgences pendant mes stages. J'ai fait mon diplôme d'infirmière d'État ici, à Tahiti, et en deuxième année, j'ai eu la chance de faire 10 semaines de stage aux urgences du Taoné. Et je rentrais à la maison, je disais à mon mari que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Donc voilà. Et je me suis battue pour avoir mon poste aux urgences une fois diplômée. C'est facile à vivre tous les jours, la vie de famille, justement? Non, c'est compliqué parce qu'on Pour avoir a. un conjoint, une conjointe qui comprend. Voilà, exactement. Il faut quelqu'un de disponible aussi. Personnellement, j'ai des enfants, donc du coup, il faut qu'un de nous deux soit à la maison. Aux urgences, on a certes les horaires de garde, les jours fériés, les nuits, les week-ends, mais on a aussi des dépassements d'horaires. Quand on part en Évassé à nos Marquises et que le vol ne revient que 4 heures après la fin de la garde, on est dans l'avion, on est dans l'avion. Donc oui, il faut vraiment une organisation familiale et un soutien familial indéniable, sinon Ça fait partie justement du tout, du fait que tu avances et que tu sois toujours motivé pour faire ce métier. Exactement. Théaba, pareil pour toi. Pareil pour moi. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Tony Tekwa Tawa, médecin urgentiste et chef du service des urgences au CHPF. Roura Tawaroa, infirmière aux urgences du CHPF. Et Théava Lehartel, cadre santé du service des urgences. Jadis, tu nous parles des numéros à composer et dans quel cas? Oui, savez-vous vraiment à quel moment on peut appeler le 15, le 17 ou le 18? Eh bien, voici un récapitulatif des numéros dits utiles à connaître pour adapter son appel en fonction de la situation. Si vous composez le 15, vous contactez le SAMU, c'est-à-dire le service d'aide médicale urgente. Son rôle est de prendre en charge une personne suite à un malaise, un traumatisme ou une blessure. Le SAMU regroupe le Centre de réception et de régulation des appels, le CRRA, qui reçoit et traite les appels, puis déclenche le départ du service mobile d'urgence et de réanimation, donc le SMUR, puis l'ambulance qui va se déplacer sur les lieux d'intervention si nécessaire. Le 17 vous met en relation avec le service de police. Utilisez ce numéro en cas d'un accident de la route, d'un trouble de l'ordre public ou d'une infraction comme un vol. Une équipe de la DSP ou de gendarmes se rendra directement sur les lieux. Et enfin, vous pouvez appeler le 18 pour les sapeurs-pompiers lorsqu'une vie ou des vies sont en danger, comme lors d'un départ de feu, pour une blessure grave, une noyade, une inondation ou pour toute opération nécessitant des compétences particulières telles que les secours en milieu périlleux ou dans une zone à risque chimique. Tony, comment fonctionne cette transversalité entre les services? Alors voilà, c'est bien que tu aies rappelé donc tous ces numéros. J'aurais peut-être aussi rajouté le 16, qui est les urgences maritimes, hein, le JRCC. Après, voilà, il y a une interconnexion en fait qu'on a travaillé avec autour du centre de traitement de l'alerte avec le 15 et le 18. C'est une volonté d'émancipation pour avoir finalement au même endroit un appel commun en fait qui tombe et qu'on puisse traiter. Voilà. Mais on travaille de concert avec tous ces services au bénéfice de la population.
Comment est-ce que vous traitez les différents cas d'urgence et comment vous les priorisez concrètement? En clair, quels sont les cas qui ne relèvent pas des urgences? Mais j'aimerais qu'on soit concret. Alors concrètement, en fait, on a dans la prise en charge des urgences des constantes qu'on appelle les constantes vitales. Le pouls, la tension, la saturation en oxygène, c'est des éléments qui nous permettent aussi de juger de l'urgence vitale. Après, il faut voir donc les urgences chirurgicales hein, sur des traumatismes comme des accidents de la route. Et après, ça peut être des urgences médicales type l'infarctus, type l'embolie pulmonaire, type l'accident vasculaire cérébral, avec cette notion toujours de délai d'intervention. Ça, c'est très important à comprendre. Nous, parfois, on est assez déçus parce que l'alerte n'a pas été donnée assez vite, notamment pour les accidents vasculaires cérébraux ou pour les infarctus. Les gens viennent un petit peu tardivement et dans la phase aiguë, on a des traitements et dans la phase moins aiguë, on a beaucoup moins de possibilités de traiter Donc, les gens. Donc, faut il essayer y a d'être vraiment plus réactif. d'être plus réactif, voilà, et d'appeler au secours, bien évidemment. Alors, voilà, des pathologies lourdes. En plus, la Polynésie, elle est malheureusement avec des indicateurs de santé qui sont quand même inquiétants et qui font des maladies cardiovasculaires importantes et de cancer. Toutes les spécialités sont gérables au sein des urgences? Oui, toutes les spécialités sont gérables. Enfin, en tout cas, on accueille tout. C'est des urgences générales, pédiatriques, néonatales, jusqu'à l'âge très avancé. Voilà. Après, sur l'hôpital, on a un bon niveau de soins avec la plupart des spécialités. Certaines spécialités ne sont pas représentées parce qu'elles ont une fréquence et un coût qui est disproportionné. Et je pense notamment aux urgences vasculaires, certaines urgences vasculaires, parce qu'on a quand même des chirurgiens vasculaires qu'on doit évassaner, ou aussi des pathologies cancéreuses parfois. Laura, une question, on va dire technique, mais si on vient aux urgences, alors évidemment on est dans le cadre, ça peut être stressant, mais est-ce qu'on doit penser à prendre un ou deux documents en particulier? Ah oui, la carte CPS, c'est très très bien de l'avoir pour une première fois aux urgences. Pour créer un dossier informatique, par exemple, je pense aux bébés qui viennent pour la première fois aux urgences du Taonais, par exemple, la carte CPS et éventuellement une pièce d'identité, c'est indispensable. Ensuite, on a tout ce qui est carnet rouge, les carnets de suivi des longues maladies, en fait, qui sont une banque d'informations qui est absolument indispensable aux médecins et au suivi du patient. Parce Ce qui va vous permettre de gagner et du temps et Exactement. de pouvoir cibler correctement le traitement. Oui, puis c'est un fil conducteur parce qu'il y a aussi une activité libérale avec des patients qui consultent dans le secteur privé et c'est vraiment le fil conducteur pour pas faire de redondance, notamment d'examen, et puis pour connaître finalement l'histoire du patient pour cibler au mieux la réponse. Et comment est le cheminement d'un patient? Dès qu'il arrive chez vous, quel va être on va dire alors le chemin, parce que j'ai dit cheminement, mais le chemin pour arriver jusqu'au traitement, on va dire. Très bien. Du coup, il rencontre l'infirmier d'accueil des urgences et d'orientation qui va prendre les paramètres. On va procéder à l'enregistrement informatique du patient aussi avec la secrétaire. Une fois la priorisation faite sur les paramètres et la clinique du patient, l'infirmier d'accueil va l'orienter. Certains jours, on a la possibilité d'envoyer les patients à la maison médicale de garde ou lorsque la priorisation ne le permet pas, le patient passe par les urgences. Une fois à l'intérieur des urgences, le médecin urgentiste décide de quel examen mettre en œuvre sur le patient. Et là, c'est le fonctionnement du service pivot, en fait. Il va le réorienter vers la spécialité si besoin ou le faire rentrer à domicile s'il le Ça peut. me semble important de le rappeler pour que les gens comprennent que justement ça prend du temps et que tout ne se fait pas en 5 minutes comme on peut voir dans les feuilletons par exemple. Qu'il y a les feuilletons puis il y a la réalité des choses. La réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont incompressibles, hein. Un bilan biologique, il faut faire la prise de sang, donc c'est un acte infirmier. Il faut envoyer les tubes, les étiqueter. Il faut que l'automate puisse analyser nos demandes. Voilà. Et c'est à partir finalement de tous ces éléments-là qu'on prend une décision, soit d'hospitalisation, soit on permet la sortie des patients en toute sécurité. Mais il y a un temps incompressible de passage aux urgences. Vous êtes tous passés par enfin on est tous passés en Polynésie, même sur la planète, par la case Covid, hélas. Mais quel impact ça a eu sur les urgences et est-ce qu'il y a eu du positif par la suite ou qu'est-ce que ça a pu donner? Ouais, ça a été une épreuve. Franchement, pour la Polynésie tout entière, pas que pour le service des urgences, pas que pour le CHPF, hein, tout le monde y a mis du sien.
Mais effectivement, je pense qu'il y a un avant et un après Covid. Moi, ce qui m'inquiète sur le plan sanitaire, c'est que, alors que je parlais tout à l'heure des indicateurs de santé qui ne sont pas très favorables, il y a eu cette espèce de petite pichenette Covid qui nous a d'abord, à cause du confinement, permis de moins voir les patients. Les gens ont eu un petit peu peur de l'hôpital, alors que pour autant, on a quand même orienté les patients dans des filières de soins. Il y a eu voilà, 2 années un petit peu flottantes avec une rupture dans le soin et dans le suivi qui sont aujourd'hui assez délétères, puisque si je prends des chiffres que j'ai sortis il n'y a pas très longtemps en comparant l'activité, en tout cas la gravité des patients aux urgences entre 2019 et 2022, on a une augmentation très nette des urgences vitales, ce qu'on appelle les P1. On a une augmentation Donc il y aussi a une des vraie P2. dégradation. Donc il y a une vraie dégradation de l'état sanitaire de la population qu'on mesure même. Et à ça s'ajoute finalement une augmentation des hospitalisations, mais surtout une charge en soins des malades qui font que les durées d'hospitalisation sont plus longues. On a souffert de saturation chronique depuis quasiment le mois de juin-juillet. Saturation chronique qui fait que quand on serre la vis, quand on bloque en bas, ben, ça déborde aux urgences. Et c'est vrai qu'on a été en difficulté, on est encore en difficulté pour ça. Donc manque de moyens, manque de personnel, les deux. Euh, les moyens, il y en a en fait. Je crois qu'il faut vraiment recentrer les choses sur l'humain et sur la prise en charge. Et c'est le fonctionnement de l'hôpital qui a besoin d'être upgradé. On a aussi, et ça je parlais du côté sanitaire, mais aussi sur le côté RH, on a quand même des soignants qui ont souffert. Il faut le dire, c'était pas simple, que ce soit sur un plan psychotrauma et en charge en soins. Donc il faut prendre cette mesure parce que euh, ce que je dis là, c'est parfaitement vérifiable et c'est vérifié ailleurs, puisqu'ils ont eu une crise qui est bien plus sournoise après le Covid, qui était la crise des ressources humaines. Donc je pense qu'il faut réellement réinvestir dans l'humain et dans les ressources humaines pour pouvoir permettre aux équipes voilà, d'être mieux plutôt que de craquer et puis d'arrêter de soigner. Théava, tu disais tout à l'heure que vous pouviez trouver facilement, mais j'imagine que la crise Covid et tout ce qui a pu en découler a peut-être découragé certains qui étaient déjà parmi vous et que ça a fait réfléchir pas mal de postulants. Donc oui, en effet, certains agents malheureusement ont choisi de changer complètement d'orientation dans leur projet professionnel. Pour certains, et pour d'autres, voilà, ils sont ressortis de cette crise en tout cas grandis et puis plus confiants dans leurs compétences en tous les cas. Comme disait Tony tout à l'heure, il y a eu vraiment un avant et un après, hein. Ça a Exactement. impacté tout le monde et particulièrement chez vous. L'hôpital dans son ensemble. Puisque c'est tout l'hôpital qui finalement... mais je tiens aussi à saluer aussi tous les soignants de la Polynésie, hein, parce que c'est pas que le CHPF. Oui, hein, comme tu disais tout à l'heure, c'est une chaîne, hein. c'est une chaîne et c'est tout le monde. Et voilà, ça a été des prises en charge qui ont été difficiles, mais où on a pu, aux urgences en tout cas, voir tout le monde et orienter les patients dans des filières de soins pour les prendre en charge au mieux avec les moyens qu'on avait. On parlait, Raoula, le fait qu'il puisse y avoir des situations tendues. Et là, souvent, elles sont liées à l'alcool, drogue. Donc, vous devez vous retrouver face à des personnes compliquées à gérer. Et vous avez aussi une méthode et aussi un process. Oui, dans les situations de soins, déjà, juste le fait d'être unis en termes d'équipe d'infirmiers et de médecins et d'aides-soignantes aux urgences, le fait d'être unis et de travailler tous ensemble, ça aide beaucoup à la gestion de ce type de patient et de l'agressivité à laquelle on est exposé. Après, les procédés de soins sont à peu près les mêmes pour tous. On vise l'apaisement et la sécurité et du patient et de l'entourage. Donc, Est-ce qu'il y a justement des saisons d'urgence, on va dire, peut-être le week-end ou lors des fêtes, où c'est un peu plus bondé, on dit lorsqu'on sait que la ville est festive, on s'attend à recevoir ce type de population et malheureusement, ça ne manque pas. En général, vers 3, 4 heures, 5 heures, à la fin des bringues, on va dire. Exactement. Oui, et puis une activité de week-end, ça qui est majorée, hein, et effectivement, voilà, avec une agressivité. C'est vrai que si on peut dire à la population que voilà, nous on est là pour aider la population, et parfois c'est pas facile, donc on n'a pas besoin d'agressivité aux urgences. Ça, c'est un message qui est clair pour moi, c'est que voilà, j'ai du mal à tolérer de l'agressivité aux urgences. Elle n'est pas justifiée. On est là pour aider la population. Alors, il peut y avoir de l'agressivité parfois Lié au sur stress, du on va dire. stress, on va dire, hein, d'accord, mais majoré par des problématiques d'alcool. Peut-être c'est l'entourage c'est aussi pas qui ne facile. gère pas le stress non plus.
Vous devez vous retrouver avec plusieurs personnes, la personne qui a eu le souci, plus l'entourage, une forme d'incompréhension, et ça peut générer quiproquo, on va dire. Oui, Oui. l'incompréhension, l'inquiétude, l'attente aussi, en salle d'attente, parce qu'attendre 5 heures, puis voir le membre de sa famille entrer, passer la porte des urgences, ne plus le voir pendant 2-3 heures, le temps que les examens se fassent, 3-4 heures aux urgences. Donc oui, effectivement, on est exposé à l'accueil des urgences, à de l'agressivité de la part des familles, mais on est aussi formé à l'apaisement des patients et de leur entourage. Donc il faut que les gens le comprennent et l'entendent. Exactement. Tony, est-ce qu'on peut rappeler le numéro à appeler en cas d'urgence? Le 15. Le 15. Voilà. Vous aurez un avis voilà, médical sur lequel en fait le médecin régulateur vous orientera vers le service le plus adapté à la prise en charge. C'est bien le plus important à comprendre. Ça ne doit pas être systématiquement les urgences. C'est vraiment une orientation dans des filières de soins adaptées à la meilleure réponse aux problèmes des patients. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Tony, Raoulou et Teava, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur vos missions. Janice, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h la prestation des groupes Natimue et Hitimahana en catégorie Mehura Huratapairu. À 19h30, 2 épisodes de votre série favorite Hawaii 5.0. Et enfin à 20h45, votre téléfilm Mon elfe de Noël. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.